Donc commençons tout de suite avec Bref entretien avec des hommes hideux, qui est un recueil de nouvelles publié à la fin des années 90 par David Foster Wallace. David Foster Wallace, c'est un auteur dont j'avais entendu parler, que je connaissais de réputation depuis un certain temps, mais j'avais jamais rien lu de lui en fait, j'avais jamais eu trop la curiosité d'aller voir, et je sais pas si c'était le meilleur livre de David Foster Wallace par lequel commencer, mais dans tous les cas, je suis vraiment très content d'avoir fait ce premier pas, d'être rentré dans son univers avec ce livre. Et je dis univers parce que ce qui m'est apparu clair à la lecture de ce livre, c'est que Foster Wallace, c'est vraiment un auteur qui a mis en place tout un dispositif littéraire, tout un système assez complexe, même très complexe en termes de narration, en termes de vocabulaire, en termes de syntaxe, en termes de mise en page, pour en fait nous retranscrire sa vision du monde, qui est une vision assez pessimiste, mais en même temps pleine de lumière en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en lisant ce livre, en particulier certaines nouvelles bien précises, c'était d'avoir une espèce d'échange avec l'auteur, d'avoir un mec qui me tendait la main pour me montrer certaines choses qu'il avait envie de me montrer, éventuellement m'aider à surpasser certaines épreuves, certaines difficultés que je pouvais rencontrer ou que n'importe quel lecteur pourrait rencontrer dans la vie. Donc c'était vraiment cette impression d'avoir un ami. Et pourquoi Bref entretien avec des hommes hideux? Parce qu'en fait, c'est plusieurs nouvelles qui vont vous parler de personnes très différentes, parfois sympathiques, parfois horribles, mais que Foster Wallace résume finalement à leur humanité, en cherchant vraiment à fouiller à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur psychologie. Le livre est très axé sur la dimension psychologique humaine, sur la sexologie, ce genre de choses. On va croiser toute une panoplie de personnages, quand même assez sinistres en général, mais tous extrêmement humains, et donc on va les accompagner à travers ces différentes histoires, qu'elles soient extrêmement drôles, sinistres, parfois franchement gênantes, mais toujours avec une espèce de dimension un peu surréaliste, quoi. Et aussi souvent une dimension très métaphorique. Donc pour vous faire une espèce de panorama général de tout le livre, je vous parlais de quelques nouvelles comme ça prises un peu au hasard. Il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est la deuxième, qui s'appelle Au-dessus à jamais, et dans laquelle Foster Wallace met en place un narrateur qui s'exprime à la deuxième personne du présent, donc à la deuxième personne du singulier, pardon, donc le tu, et il s'adresse en fait à un adolescent qui vient de fêter son 13e anniversaire, qui se trouve dans une piscine municipale avec ses parents, avec sa sœur qui barbote dans le petit bain, et en fait le gamin est fasciné par cette espèce de plongeoir, d'immense plongeoir qui voit de l'autre côté de la piscine, et il a envie d'y grimper pour aller faire le grand saut, quoi, comme tout le monde. Et en fait, donc la nouvelle qui fait à peu près une quinzaine de pages, elle s'attarde à décrire toute cette espèce de trajet que le gamin fait depuis sa place assise au bord de la piscine jusqu'en haut du plongeoir, jusqu'au moment où il saute. Et il décrit ça avec énormément de minutie, énormément de détails, comme ça, très poétique, des instantanés, avec les impressions du gamin, mais tout est dit avec une certaine distance malgré tout, puisque c'est donc à la deuxième personne du singulier. Le narrateur exprime ce que le personnage donc est censé ressentir à ce moment-là de sa vie, et en fait ce qui se passe, c'est que toute la nouvelle devient une espèce de métaphore. Et donc, bien entendu, ce plongeoir peut être vu comme le saut dans l'inconnu, tout le passage où le gamin gravit les échelons, comme tout simplement la progression dans la vie, puisque ce jour-là, donc, il fête son 13e anniversaire, qui est un âge assez charnière, où on va dire que l'enfant commence à basculer dans l'âge adulte, commence à prendre conscience un peu du monde vraiment qui l'entoure, et en même temps, il va avec ça mettre tout un tas de détails un peu sordides. Par exemple, quand le gamin arrive en haut du plongeoir, il remarque 2 taches noires à hauteur justement du clapet, enfin de la planche pour sauter, qui sont en fait la corne des pieds des gens qui viennent tous s'agglutiner à cet endroit-là pour sauter. Et après, bien sûr, le bond dans la piscine peut être vu comme une métaphore peut-être de la mort, de la fin de vie. En même temps, il y a aussi une idée peut-être de conformisme, de quelqu'un qui suit cette espèce de troupeau humain qui fait la queue, c'est minutieusement décrit, qui fait donc la queue en bas du plongeoir, à gravir les échelons un par un. Donc là, c'est une métaphore de la vie sans doute, pour au final que tout le monde se jette dans le vide, dans cette espèce de grand bain d'eau. Donc on peut vraiment voir ça, interpréter la nouvelle
nouvelle de plein de manières différentes. Il y a aussi une nouvelle qui parle donc d'une nana qui est complètement dépressive, qui en gros passe son temps à enquiquiner ses amis, à les appeler sans arrêt, à les harceler. Et bon, c'est une nouvelle qui est assez difficile à lire, assez longue, parfois un peu pénible, ce qui je pense est un effet voulu, mais une particularité assez rigolote, c'est qu'il a recours énormément aux notes de bas de page, c'est-à-dire que donc il va y avoir un propos sur le personnage, et d'un seul coup vous allez avoir un petit report en bas de la ligne qui en fait va pas simplement être une parenthèse ou quoi, ça va être parfois une note qui va occuper plus d'espace que, que le texte sur la page elle-même, quoi. Et tout ça, ça permet de créer en fait des espèces de récits encapsulés les uns dans les autres, et ça traduit assez bien, je trouve, l'espèce de perdition labyrinthique de ces personnages qui sont souvent bouleversés psychologiquement ou dérangés, comme c'est son cas un petit peu à elle. Ensuite, dans une autre nouvelle que j'ai trouvée extrêmement drôle, c'est le narrateur qui nous raconte en fait durant son enfance une série télé qu'il adorait regarder, qui est Ma sorcière bien-aimée, et dans laquelle donc le personnage de la sorcière avait le pouvoir d'arrêter le temps. Et donc en fait, lui, à partir de là, il s'est fait toute une espèce de fantasme, quelque chose qui est venu vraiment titiller sa libido autour de ce pouvoir, en s'imaginant que lui, il pourrait l'utiliser pour faire l'amour à des femmes pendant que le temps s'était interrompu. Et donc ce fantasme, il va le creuser durant des années, pendant toute son adolescence, toute sa jeunesse. Et sauf que plus ça va, plus il s'enfonce là-dedans, plus il le décortique, plus il le met à nu, et il se rend compte en fait au fur et à mesure, il s'enfonce dans une espèce de délire où il se demande, mais attendez, si il arrête le temps, est-ce que ça se passe uniquement dans la maison, dans le quartier, dans la ville, dans le pays, à l'échelle de l'univers? Il se met à se prendre la tête comme ça autour de cette espèce de problématique absurde. Il se rend compte que si le temps s'arrête, ça crée des espèces d'aberrations liées au mouvement des planètes dans le système solaire. Il part dans une espèce de délire total, et il finit en final par ne plus du tout être capable d'avoir de relations sexuelles, tout simplement. On est dans une espèce de délire un peu à la... ça m'a fait penser à un autre livre que je lisais en même temps, qui est donc Portnoy et son complexe de Philip Roth, où il y a des espèces comme ça de délire aussi sexuels extrêmement drôles. Ou bien il y a encore dans une autre nouvelle que j'ai trouvée assez éprouvante, assez dure à lire, où il dissèque un peu tout le mécanisme du traumatisme, et où il explique en gros qu'une personne ayant subi quelque chose par exemple d'aussi horrible qu'un viol, quelque part, ça lui donne un avantage sur d'autres personnes dans la vie, c'est-à-dire que cette épreuve traumatisante, elle lui permet en fait de se construire et de s'affirmer comme un être humain à partir de cette expérience. Dans une autre nouvelle, pour reprendre cette idée, il nous fait en fait le récit d'une femme qui se fait violer par un individu et qui finit au cours de l'acte tout simplement par avoir une espèce d'empathie pour lui. Donc voilà, quitte à nous mettre vraiment très mal à l'aise, à créer des situations très difficiles, très éprouvantes pour le lecteur, on voit que ce que Foster Wallace cherche vraiment à faire, c'est à tout simplement comprendre l'essence de la nature humaine dans des situations extrêmes, lorsqu'elle est en fait dépouillée de tout subterfuge. Je suis pas du tout un expert de Foster Wallace, hein, c'était vraiment le premier livre que je lisais de lui. Je trouvais ça vraiment particulièrement jouissif à lire. Clairement, c'est pas pour tout le monde, ne serait-ce qu'au niveau de la forme, quoi, du style. C'est un auteur qui frise très souvent, ce qu'on pourrait appeler vraiment la littérature expérimentale. Là, je vous ai parlé que de certaines nouvelles, hein, parmi les 23. Il y en a honnêtement certaines que j'ai pas réussi à comprendre. Parfois, je les ai même survolées, je les ai à peine lues, j'ai sauté plusieurs pages, hein, je dois avouer, parce que tout simplement, je voyais pas où il voulait en venir. Il y a certaines nouvelles qui sont très dures à lire. Il y en a une, par exemple, où c'est une succession en fait de définitions du dictionnaire. Il y a une autre nouvelle qui parle d'une nana qui est obsédée par l'idée que son mari n'ait pas de plaisir sexuel avec elle. Et quand on arrive dans la deuxième partie, en fait, la structure narrative s'effondre, si on peut dire. Il n'y a plus d'histoire. Tout simplement, ce qui nous met Foster Wallace, c'est le plan qu'il a écrit de cette deuxième partie, où on a des flèches pour raccorder un peu les différents personnages, qu'est-ce qui se passe, et on a des notes où il écrit non, je vais pas mettre ça parce que ça fait un peu trop gnangnan, etc. Et comme ça, il fait éclater en fait tout le dispositif narratif en le réduisant à une espèce d'ossature, un squelette. Voilà, le livre est blindé de plein d'idées comme ça littéraires que je trouve très drôles.
parfois qui passent vraiment pas parce que c'est trop pénible à lire. Il y en a une, j'ai absolument rien compris, c'est des espèces de phrases qui n'ont pratiquement ni queue ni tête, comme si c'était un truc qu'il avait écrit, c'est comme une forme d'écriture automatique. Donc voilà, c'est vraiment pas un auteur qui est fait pour tout le monde. Je pense aussi au niveau des thèmes, il y a des thèmes qui sont vraiment très durs, que certains pourraient trouver un peu scandaleux, ça secoue quoi, ça secoue vraiment. Pour une personne par exemple qui serait un peu faible psychologiquement, des gens dépressifs, je sais pas si c'est vraiment le genre de livre qu'ils auraient intérêt à lire, ou peut-être que si, parce que justement ça pourrait les aider, et ça me fait penser à cette espèce de dimension bienveillante que j'ai vraiment ressentie en lisant ce bouquin, c'est-à-dire, comme je vous disais au début, cette espèce de main qui est tendue comme ça vers le lecteur, avec ce type qui cherche à décortiquer vraiment l'essence de l'âme humaine, quoi, la psychologie humaine sous toutes ses coutures, même à travers des situations vraiment atroces comme un viol, le décès d'une personne, tout ça. Je suis aussi content de vous en avoir parlé après avoir lu simplement juste un premier livre, parce que j'ai l'impression que Foster Wallace, c'est un auteur qu'il est bon de savoir apprécier sans forcément trop en savoir sur lui, trop aller voir des choses sur internet, parce que malgré tout ça reste une personnalité assez controversée, au-delà de ses écrits qui peuvent être vus comme subversifs. Foster Wallace, c'est un type qui est très polarisant, j'ai l'impression, c'est-à-dire que c'est à la fois très cool de dire que vous aimez David Foster Wallace, mais c'est aussi très cool de dire que vous l'aimez pas du tout. Et donc David Foster Wallace, c'est une personnalité vraiment très clivante, qui a vraiment des adorateurs, une communauté comme ça de gens qui l'idolâtrent, et à côté des gens qui sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de son œuvre. C'est le cas par exemple de Bret Easton Ellis. Ça me permet de faire en douceur la transition avec son livre White. Ellis qui n'a jamais rencontré David Foster Wallace, mais qui entretenait une espèce de correspondance un peu à distance avec lui, par médias interposés, où il se saluait comme ça. Mais donc dans son bouquin White, il y a un passage assez court où il parle de lui, et où il est extrêmement critique vis-à-vis de Foster Wallace. Il n'hésite pas à dire que c'était probablement l'écrivain le plus surestimé de sa génération. Par exemple, il y a un moment où il dit, je vais retrouver le passage... J'admire chez David Foster Wallace l'ambition et le talent, et le goût fertile pour l'expérimentation littéraire, même si je pense qu'il était, pour l'essentiel, un imposteur en tant qu'artiste, dont la personnalité fourbe trompait sur sa complexité réelle. Donc vous voyez des mots comme ça assez difficiles, et c'est pas le seul à le penser, à l'avoir dit, c'est quelque chose que j'ai assez souvent croisé comme opinion, et donc voilà, je voulais parler de lui dans le podcast vraiment dès le premier livre, parce que j'avais pas envie d'être trop influencé par tout un tas de choses que je pourrais voir ou lire à droite et à gauche. Moi, ce qui m'apparaît clair quand je lis ce bouquin, c'est qu'il y a une vraie bienveillance. Je sais pas à quel point le personnage Foster Wallace qu'on peut voir un peu dans les médias était réel ou non, à quel point est-ce qu'il s'est créé une espèce comme ça d'enveloppe médiatique, de personnages pour faire passer le marketing de ses bouquins. Mais moi, ce que je sens dans son livre, dans celui-ci en tout cas, c'est une vraie authenticité et une vraie générosité, quoi. Et puis concernant toutes ces espèces de polémiques qu'il peut y avoir autour de lui, autour de son œuvre, de dire oui, c'était de l'esbrouf, tout ça, moi ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait... c'est assez irrégulier en termes de qualité. D'ailleurs c'est rigolo parce que dans le livre, dans le White de Ellis dit qu'il est certain en revanche que Foster Wallace était un génie, et je trouve que ça résume assez bien effectivement ce qu'on peut ressentir en le lisant, c'est-à-dire que c'est un type qui a des fulgurances, c'est pas toujours très régulier ce qu'il écrit, mais il y a vraiment des passages comme ça où il y a des éclairs lumineux, des éclairs de génie, où au détour d'un paragraphe, au détour d'une phrase, on se retrouve avec un passage qui nous saisit comme ça, où on se dit waouh, c'est incroyable quoi. Donc son œuvre la plus connue, ça reste donc Infinite Jest, qui est en français donc l'Infinie Comédie. C'est un énorme pavé de plus de 1000 pages, je crois, c'est vraiment énorme. Je sais pas du tout quelle forme ça prend. Je pense que je vais vraiment m'y intéresser à un moment et le lire. Voilà, j'espère juste que c'est un peu plus digeste que certaines nouvelles qu'on a ici, qui sont vraiment très expérimentales, très complexes, mais voilà, au détour desquelles on trouve toujours, comme ce que je vous disais, ces éclairs comme ça de génie qui font que malgré tout on a envie d'aller plus loin, et pour trouver ces petites perles qui disséminent à droite et à gauche, quoi.